Du coup, je vais vous faire un point et vous présenter un peu à travers les travaux qu'on a fait sur le drug repurposing dans l'équipe. Alors tout d'abord, pourquoi le drug repurposing? Le développement, le drug repurposing, qu'est-ce que c'est? C'est repositionner un médicament pour une autre indication en changeant sa cible ou en changeant juste l'indication en gardant la même cible. Pourquoi? Parce que le développement classique d'un médicament, ça prend très longtemps, ça prend entre 12-15 ans à développer un nouveau médicament. Alors que le drug repurposing, en 4 ou 5 ans, on peut réussir à repositionner des molécules dans d'autres indications en utilisant toutes les données qu'on a, qui sont déjà faites, puisqu'on a toutes les données de PK/PD, d'efficacité et de sécurité qui sont déjà disponibles. Et c'est d'actualité, puisque le nombre de publications sur le drug repurposing explose pour atteindre en 2021 quasiment 3000 publications qui traitent du drug repurposing. Alors il y a plusieurs approches au drug repurposing. La majorité, c'est des approches calculatoires informatiques qui vont être des analyses in silico, du docking moléculaire, des analyses cliniques rétrospectives. Et on a de plus en plus de données et de data, surtout de la data clinique, des bases de données de molécules, des bases de données de cibles, de cascades de réactions cellulaires, etc. Et il y a même des moyens d'intelligence artificielle qu'on est en train d'essayer de mettre en œuvre pour standardiser un peu la langue des infos qu'on a et pour pouvoir faire des liens et utiliser ces liens pour faire du drug repurposing. Nous, au labo, on fait principalement du coup du screening du phénotype. Les molécules qui ont été repositionnées, les principaux exemples, c'est le sildenafil en 98 qui était un anti-angoreux qui a été repositionné pour les troubles de l'érection. Et le rituximab en 2006, qui était un traitement anticancéreux, qui a été repositionné pour la polyarthrite rhumatoïde. Ces deux exemples, ça vient d'études rétrospectives, d'études cliniques. On avait, par exemple, pour le rituximab, c'était des patients qui avaient un cancer et qui étaient aussi atteints de polyarthrite rhumatoïde. Et en les traitant par rituximab, ils ont été en rémission de polyarthrite rhumatoïde. Et plus récemment, il y a le kétoconazole, qui est un antifongique en 2014, qui a été repositionné pour le traitement du syndrome de Cushing. Ça a été par analyse pharmacologique. On s'est rendu compte que le kétoconazole inhibait des étapes de la synthèse des glucocorticoïdes in vivo. Et donc c'est pour ça la forme orale a été repositionnée pour le traitement du syndrome de Cushing. Pour revenir aux maladies infectieuses, dans l'équipe, on utilise le repurposing de médicaments dans le but de combattre les bactéries moins sensibles aux antibiotiques. Et pour traiter les bactéries multirésistantes en clinique, on a plusieurs options. C'est le développement des nouveaux antibiotiques qui est un peu en déclin. On développe de moins en moins d'antibiotiques et les antibiotiques qui sortent le plus récemment, comme par exemple le céphidérocol, et une céphalosporine à qui on a rajouté un groupement chimique, mais qui sont des dérivés d'antibiotiques qu'on a déjà. On utilise beaucoup les associations d'antibiotiques, qui est devenue la routine sur les germes multirésistants. On n'utilise quasiment plus que des associations. Et on réutilise les anciens antibiotiques, surtout la phosphomycine et la colistine en association. Et en alternative aux antibiotiques, on retrouve plusieurs choses, les bactériophages, les probiotiques, la transplantation fécale et le repositionnement de molécules. La méthodologie est la suivante. On récupère des souches multirésistantes et on screen dessus une bibliothèque de 1520 molécules à la concentration constante de 10 micromolaires. Et en fonction des hits, donc on les met incubés 24 heures et ensuite on fait un calcul d'inhibition du pourcentage de croissance. Et ensuite, les hits, on va déterminer les CMI et vérifier avec la littérature si c'est des CMI qu'on peut obtenir in vivo chez des patients, parce que si on a des hits de trucs où il faudrait mettre 100 fois la concentration toxique, forcément on élimine ces hits. On a testé des souches cliniques avec des phénotypes de résistance suivants. Sur les souches, on a obtenu ces résultats-là. Donc, sans surprise, les médicaments où on avait le plus de hits, c'est les médicaments anti-infectieux. Et quelques anticancéreux aussi. Après, c'est quelques hits isolés dans d'autres classes. Ça, c'est une autre représentation du tableau juste avant, où les hits sont reliés aux espèces sur lesquelles elles fonctionnent, entre guillemets.
À noter qu'évidemment, les antiseptiques type la chlorhexidine, ça marche vachement bien in vitro, mais en clinique, on ne va jamais traiter les gens avec de la chlorhexidine. Et il y a aussi d'autres hits, par exemple les fluoroquinolones sur Burkholderia, qui sont des hits où au labo, ça aurait été rendu résistant. Mais en augmentant les posologies, comme Jean-Marc en a parlé tout à l'heure, ça c'est un autre débat que le repositionnement. Mais c'est où est-ce qu'on met la limite et jusqu'où on est prêt à augmenter les posologies pour traiter en clinique. Nous, on s'est plutôt intéressé à la zidovudine, en faisant la biblio, qui était active sur les souches résistantes de coli et de capé. La zidovudine a déjà été repositionnée, ça a été développé comme un anticancéreux dans les années 60, et en 1987, ça a été le premier antiviral qui a été prescrit pour les patients VIH. Et du coup, comme ça a été repositionné en 87, dès 87, ils l'ont essayé sur tout, et dès 1987, on décrit les activités antibactériennes de la zidovudine. Pour ça, on a pris 40 souches d'entérobactéries parce qu'elles étaient résistantes à la colistine ou au carbapénem. Et on a fait les CMI zidovudine par microdilution. Et on obtient des CMI entre 0,2 et 6,25 micromolaires. En comparant à la littérature, une dose de 200 mg ou de 300 mg, ça donne des Cmax de 4 micromolaires jusqu'à 18 micromolaires. Sachant que les patients sont traités entre 600 et 2400 mg, on obtient des concentrations in vivo qui sont au-dessus des CMI. On n'est pas les seuls à faire de la zidovudine. Il y a d'autres équipes qui font de la zidovudine en dehors de l'IHU, notamment des Anglais qui, eux, testent la zidovudine en association avec la colistine. Donc ça, c'est les time kills qu'ils ont fait, zidovudine toute seule et colistine toute seule, où on voit qu'il y a un échappement, même à toutes les concentrations quasiment, alors que l'association est efficace. Et ils sont allés jusqu'au modèle animal, donc ils ont fait les souris, où ils ont fait infection péritonéale, avec traitement au bout de 30 minutes par soit colistine toute seule, zidovudine tout seul, ou l'association. Et à 6 heures, on voit qu'on a une baisse significative du nombre de bactéries dans les kits péritonéales. Ils ont continué ces travaux puisqu'ils en sont maintenant à un essai clinique qui compare l'association zidovudine-colistine contre colistine seule dans les infections urinaires compliquées avec ou sans pyélonéphrite. Et ils sont en phase 2 depuis juillet 2020. Au labo, l'équipe a aussi fait du repositionnement sur des souches de champignons multirésistants, notamment les polymyxines contre des souches rencontrées en clinique de champignons résistants. Les CMI ont été déterminés pour la colistine et pour la polymyxine B. Et ensuite, il y a eu des checkerboards et des associations de la colistine, principalement avec les antifongiques. Et on voit qu'en associant colistine avec les antifongiques, sur des souches de candida albicans, on arrive à diviser par 2 la CMI d'itraconazole et de l'infotéricine B, notamment, sûrement, enfin on ne sait pas, on pense peut-être par une synergie des mécanismes d'action sur la membrane des champignons. Et enfin, le dernier article que je vais vous présenter, c'est sur des souches de candida. On avait utilisé la technique de screening des 1500 molécules, obtenu 21 hits, dont 14 avaient déjà été décrits dans la littérature, donc ce qui, entre guillemets, nous conforte un peu dans cette méthode, puisque ça fait quand même les 2/3 de ce que nous on a trouvé, qui a déjà été décrit comme ayant un effet antifongique. Et on a trouvé, pareil, tout seul les CMI étaient assez élevés, mais en association, ribavirine, posaconazole, qui est synergique sur plus de la moitié des souches de candida albicans testées. Donc en conclusion, le repositionnement de molécules permet de répondre à une problématique de temps et d'argent, que nous, on a décidé d'utiliser ce repositionnement pour traiter des germes multirésistants. Et ça, c'est un graphique pour vous montrer que c'est aussi
adapté à des situations d'urgence comme récemment la pandémie, qui a donné lieu à beaucoup d'essais cliniques sur du repositionnement de molécules qu'on avait déjà, puisqu'on est dans l'urgence. Développer un médicament, ça va nous prendre très longtemps. On a un arsenal thérapeutique immense et infini, donc on est allé taper sur le virus avec tout ce qu'il y avait. Il y a eu plein, je vous raconterai pas, d'hydroxychloroquine, remdesivir, dexaméthasone. Le problème qu'on a sur le repositionnement et les limites vont être économiques et il va y avoir des problèmes de brevets parce que c'est redéposer des brevets pour d'autres indications sur des brevets qui sont tombés, il y a des brevets qui sont encore en cours, il faut trouver des gens qui veulent refinancer et produire et vendre à bas prix des médicaments qui rapportent pas d'argent pour d'autres indications. Donc c'est un peu les limites du repositionnement. Je vous remercie de votre attention.